Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut les sorceteurs, j'espère que vous allez bien, ça va faire bientôt 6 mois qu'on a lancé le podcast. Et j'avoue que j'en reviens pas du tout. C'est une moitié d'une année et je trouve que ça passe beaucoup trop vite. Donc merci d'être là et de vous intéresser à nos invités. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à laisser des commentaires sur les plateformes d'écoute quand c'est possible, comme par exemple Google ou Apple. Je les lirai avec plaisir et je les partagerai aussi. Aujourd'hui, je reviens avec un épisode un peu spécial. Je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression, mais c'est le cas. Puisque c'est le premier épisode enregistré non pas en visioconférence, mais en tête-à-tête. Donc je vais peut-être pas dire que c'est mon épisode préféré, parce que j'ai un peu peur des représailles des précédentes invitées. En tout cas, c'est un épisode très très important pour moi, puisque nous invitons une amie proche, Anaïs Domingo. Anaïs est une prof de français et elle est aussi poétesse et c'est mon amie. On se connaît depuis presque la moitié de notre vie. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais à 2 ans près, c'est le cas. On s'est connus en 4e grâce à un travail de groupe sur McDo, donc sur la marque McDonald's. Et on s'est plus quittés ensuite, malgré nos déménagements et nos boulots respectifs. Donc vous allez vraiment entendre une vraie discussion à cœur ouvert finalement sur la prose. Je pense que ça va s'entendre un petit peu à ma voix un petit peu plus relaxe ou un petit peu différente par moment, un peu plus grave. Et on parle bien évidemment de la poésie bien sûr, mais aussi de la femme. On a abordé le thème du deuil également et le besoin viscéral d'écrire et de créer. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, bonjour Anaïs. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Anaïs Domingo, j'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis enseignante de lettres classiques, ça veut dire que j'enseigne le français, le latin et le grec ancien, et j'écris de la poésie. Ok, voilà. Cool. Super. Donc du coup, si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que tu écris dans un genre, on va dire, ou un style qui est inédit pour l'instant par rapport à mes autres invités, parce que tu es poétesse, enfin je sais pas si je peux dire ça comme ça. Oui. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours scolaire ou ton parcours professionnel qui t'a mené peut-être à écrire ou peut-être pas du tout ? En fait, c'est venu un petit peu naturellement. J'ai fait un bac L à l'époque, ça existait encore. Après, je suis partie sur une licence de lettres classiques. C'était un petit peu une erreur. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais plutôt partir sur lettres modernes parce que j'avais jamais fait de latin et de grec en fait. Donc j'ai tout commencé à la fac. Et les cours de lettres modernes me plaisaient beaucoup. Et en master, donc j'ai continué sur un master de lettres classiques. En passant le concours, du coup, pour être professeur, donc le CAPES. Et j'ai eu un prof de littérature moderne spécifié en poésie, justement, Monsieur Verdier, qui était génial et qui m'a vraiment fait aimer la poésie à ce moment-là, en fait. Parce qu'avant, j'aimais sans plus. Enfin, c'était sympa à lire, mais... je trouvais qu'à analyser c'était un peu compliqué et en fait lui m'a vraiment prouvé que la poésie c'était vraiment une ouverture sur plein de choses et c'était génial. Voilà. Ok, écoute c'est super intéressant, c'est comme tu sais, de toute façon t'es au courant, c'est vraiment pas mon genre on va dire de littérature de base, mais on va discuter un petit peu plus après sur tes poèmes parce que c'est différent, mais du coup c'est cool que ça soit un prof en fait qui t'ait donné le goût à ça parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse, genre les cours nous dégoûtent de la littérature plus qu'autre chose. Surtout la poésie. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation à la lecture ? Donc est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? Et peut-être tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'étape supérieure, entre guillemets, de te mettre à écrire ?
Oui, alors, je n'aime pas trop lire. Un peu cocasse pour une voilà. prof de français. Voilà, c'est là tout le paradoxe. J'ai jamais vraiment aimé lire, pourtant j'ai toujours écrit. Enfin, je me souviens que quand j'étais enfant, j'écrivais des histoires anodines, quoi. Et même en CP, ma maîtresse de CP avait fait un petit recueil avec toutes les histoires que j'avais écrites toute l'année et tout. Mais non, lire, c'est pas trop mon truc. Plutôt... Enfin, je vais lire des genres bien spécifiques, comme on en a parlé, le genre thriller, ou la poésie, le théâtre aussi, c'est pas mal. Enfin, le théâtre de l'absurde, les choses qui n'ont pas trop de sens, tu vois. Ok. Plutôt les choses un petit peu perchées, en fait. Un peu buesque. Ouais, c'est ça, clairement. Ok, ouais, c'est bien ton style, en vrai. Tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations, donc ça peut être en poésie ou en littérature en général. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui t'inspire? En poésie, je l'avais cité dans un article, là, c'était Philippe Jacotet, qui est décédé il y a pas longtemps, et qui habitait à Grignan d'ailleurs, parce que, justement, toujours à travers les cours de la fac, Philippe Jacotet m'a prouvé que la poésie, c'était vraiment quelque chose de visuel, et tu sais, pas seulement quelque chose de musical, quelque chose de rythmé avec des images, mais vraiment plus le côté on s'envole, c'est onirique en fait presque. Et j'ai adoré ce côté-là, avec un poème plus spécifique que j'avais cité au CAPES, je me rappelle, c'était L'Effray, tu sais, l'oiseau qui s'appelle L'Effray. Vraiment, vraiment très joli et très sensible. Après, au niveau des inspirations, en musique, je sais que je peux pas écrire sans musique en fait. Et j'écoute en boucle tout le temps la même, c'est Agnès Obel. Voilà, okay. Tous ces albums en boucle, ça va être Agnès Obel. Au niveau des thématiques, après, c'est plus la mélancolie, quoi. L'amour un peu triste. Ouais. Le drame. Voilà, c'est ça. La nostalgie, voilà. Mon héroïne de roman préférée, c'est Madame Bovary, quoi. Donc, forcément, on est en plein dedans, quoi. Voilà. Vraiment. Ok. On en avait discuté aussi, mais c'est vrai que la poésie a un peu cette image ancienne, entre guillemets, parce que ce qu'on étudie en cours, c'est beaucoup les classiques, Baudelaire, les Fleurs du Mal, ce genre de choses. Donc, est-ce que toi, t'en lis des classiques? Donc, autre pour le boulot, forcément. Et est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves, ou au contraire, tu préfères beaucoup plus la prose, ou alors, comme t'as cité Jacotet, la poésie plus moderne? La poésie classique, si je peux appeler ça classique, forcément il y a Rimbaud, c'est magnifique. C'est toujours un plaisir de l'étudier en cours, ça il n'y a pas de souci. Après, ça va être plus de la poésie moderne, en effet. Il y avait un recueil que j'avais bien aimé lire l'été dernier, c'était Vénus Kurigata. Alors, le nom du recueil c'était Lune n'est lune que pour le chat. Et en fait, ça tourne autour des astres, des étoiles, des yeux des chats, tout ça. Et c'était vachement mystique, en fait. Tu vois, il y avait un peu un côté sorcière aussi, qui était pas mal. Et plus moderne encore, Rupi Kaur, en fait, sur Instagram. Et il y a certains puristes qui auront tendance à dire que c'est pas de la poésie, je suis pas d'accord, parce que c'est peut-être trop libre pour eux, c'est peut-être trop irrégulier pour eux, mais non, je suis pas d'accord, c'est beaucoup d'images, beaucoup de sensibilité, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, donc... Je pense qu'il faut pas oublier que Rupi Kaur, déjà ce qu'on lit en France, c'est des traductions, donc forcément t'as le changement. Elle est anglophone, mais alors je sais qu'elle est d'origine indienne, mais je sais pas si elle a grandi en Inde ou aux États-Unis, je me rappelle plus. Mais du coup, forcément, ça doit être une sensibilité différente, et puis l'utilisation de la langue est totalement différente de ce que nous on a l'habitude. Mais c'est vrai que c'est des poèmes très courts, et c'est toujours tourné autour du féminin. C'est ça. Et t'as le dessin à chaque fois à côté, donc... Oui, voilà, il y a les illustrations, un petit peu comme Man Ray. Totalement. Ça fait un petit peu référence à ça, et très sympa. On en parlait aussi un petit peu avant, justement sur le fait que t'aimes des genres très très précis. Et je sais, alors moi c'est pas du tout mon truc, mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est que tu adores les polars ou les thrillers. Donc tout ce qui est gore et qui fait peur, alors que c'est pas du tout ce que t'écris. Et du coup, justement, est-ce que c'est le seul genre, ton genre de prédilection entre guillemets, ou est-ce que t'as d'autres coups de cœur, d'autres genres finalement que t'aimes bien? En roman ? Ouais, par exemple.
J'ai essayé de lire vraiment des classiques. Bah, de toute façon, pour la fac, on était obligés. Tous les autres Flaubert, Proust, enfin... Mais en fait, je m'ennuie un petit peu parce que c'est pas... Enfin, les personnages sont très intéressants d'un point de vue psychologique, mais moi, j'aime quand c'est encore plus tordu, quoi, en fait. Non, mais... Non, mais vraiment, tu vois, quand c'est... Tu finis, tu termines ton livre, tu fermes ton bouquin et tu te dis « Waouh, l'être humain est vraiment capable de choses vraiment sordides, en fait. Et non, franchement, niveau roman, je pense qu'il y a que les thrillers qui m'appellent vraiment. Ouais. Mais du coup, comme tu disais, c'est le côté psychologique qui t'intéresse. Ah ouais. Ouais. Moins le gore, pas trop le sang et tout ça, mais plus le côté. Quand il y a des fous, des psychopathes. En fait, c'est génial. T'aurais dû partir en psychologie, quoi. Mais c'est ce que je voulais faire, moi. C'est ce que je voulais faire, et bon, bah. Peut-être un jour. On m'a mis sur le chemin l'éducation nationale. Ok. On sait pas, peut-être qu'un jour il y aurait un changement de métier. On est jeune encore. Oui. On a 25 piges, ça va le faire. On a le temps. Bon, je sais que c'est le moment que tu redoutes. C'est le moment du jeu. Ah oui. Du jeu Inception. Donc t'es obligée de passer par là. Bah oui. Je m'en excuse. Je crois que le record est toujours 16. Ok. Donc voilà, du coup tu connais le principe, mais bon, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois au cas où, c'est une interview dans l'interview. On a 1 minute pour répondre au plus de questions au tac au tac. Et t'as le droit de passer. Ça, il faut pas oublier, s'il y a une question qui est trop... qui te fait trop hésiter, tu peux parfaitement passer. Ok, et je peux mentir si tu veux. Pourquoi tu voudrais mentir? Non, mais le premier truc qui me vient en tête, des fois, c'est pas forcément la vérité, quoi. Alors, ça s'appelle le jeu Inception, pas le jeu du mytho, mais si tu veux. Ok. En fait, le but, c'est de répondre. Moi, après, je vais pas vérifier si c'est vrai ou pas, donc... Ok. Je fais comme tu veux. Ok, tu me dis quand c'est bon. Oui. Et je lance. Alors, top. La première chose que tu fais le matin. J'ouvre les yeux. Ton métier de rêve quand tu étais enfant. Criminologue. Thé ou café? Café. Ce que tu vas manger à midi. Du riz avec du curry et du lait de coco. Ton signe astrologique. Poisson. Ton âge. 24. Un pays ou une ville préférée. Ouagadougou. Plutôt bad boy ou gentil garçon. Gentil garçon. L'auteur que tu aimerais rencontrer, mort ou vivant. Bah j'ai à côté, mais bon. Ouais. Ta couleur préférée. Bordeaux. Ta dernière recherche Google pour un roman. Je passe. Ok. Tatouage préféré si tu en as. Oui, c'est celui avec l'écriture de mon papy. Le plat que tu cuisines le mieux. Aucun. Ton animal totem. Je crois que c'est le sanglier. C'est vrai. Attends, je mets en pause. Ok, très bien. Mais bon, on reviendra sur ça. C'est pas les signes chinois? Non. C'était pas ça. Attends, comme j'ai mis sur pause, j'en profite. Il ne me reste pas beaucoup de secondes. En fait, ton animal totem, c'est l'animal dans lequel tu te reconnais. D'accord. C'est pour ça que je m'attendais pas du tout à cette Bah c'est réponse. pas ça, hein. Mais c'est pas ça. Bah j'imagine que oui. Il te reste moins de 10 secondes. Hein. Oh là là. On essaye de... Oui. Alors, boum, ton talent caché. Je suis ventriloque. C'est pas vrai? Plutôt tu sais. C'est pas vrai. On a terminé. Et du coup, comme t'en as passé une, bah t'es à 15. Oh non. Donc le 16, il est difficile à passer. Hein. Ouais. Ah putain, le sanglier ventriloque, je vais m'en souvenir. Pourquoi je range mes questions, moi? Mais attends, mais l'animal. Je suis déstabilisée. Je savais pas moi que c'était ça. Non, oui, c'est pas ton signe astrologique chinois, mais en plus, chinois... Si, je suis sanglier. Ah ouais? Bah ouais. Ou cochon. 97? Je sais pas, faudra regarder. Parce que les 96, c'est rare. C'est que des animaux trop bizarres. Oh, oui. Genre, bonne question. On vérifiera après. Non, mais je crois pas qu'il y ait de sanglier, hein, donc je pense que c'est cochon. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, bah écoute. Mais c'est pas grave, c'est un choix intéressant. L'important, c'est de participer, n'est-ce pas? Exactement. Mais tu étais presque au record, donc tu t'es très bien défendue. Ne t'inquiète pas. Ouais. Ventriloque, par contre. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Genre, n'importe quoi. C'est le premier talent caché qui t'est passé par la tête, quoi. C'est pas genre je joue de l'accordéon non. ou quoi que ce soit, c'est ventriloque. C'est trop un rêve caché en fait. T'aurais pas peur des marionnettes en plus et des trucs, non? Bah si. C'est trop bizarre. Ah ouais, mais tu sais, on était dans le truc des thrillers et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ça ferait une bonne idée
de thriller ou de polar, quelque chose autour d'un marionnettiste. On va reprendre du coup maintenant le côté écriture, n'est-ce pas ? Tu écris du coup sous ton vrai nom pour l'instant. On avait parlé de possibilité peut-être de... Enfin, tu t'étais posé la question d'un nom de plume, mais en tout cas ton recueil dont on va parler, Dire le rien, est publié sous ton vrai nom. Donc pourquoi tu as choisi finalement de le faire comme ça ? J'ai pas vraiment choisi en fait, je me suis pas trop posé la question au début de savoir si j'allais mettre un autre nom, parce que ça me dérangeait pas que les gens lisent ce que j'ai écrit en sachant que c'est moi qui l'ai écrit en fait, en sachant que, enfin en me connaissant, tu vois. Donc après avec le recul, peut-être que voilà, j'aurais peut-être préféré. Mais je regrette pas d'avoir... Préféré par rapport à, tu veux dire, ta profession ? Ouais, c'est ça. Comme t'es dans la fonction publique, c'est un peu le problème. Je sais qu'il y a des élèves qui ont cherché mon Ouais. mon Bah, bouquin sur après, Internet. encore, on va dire que comme... Enfin, j'ai envie de dire, ça va, c'est de la poésie. Oui, mais c'est intime. Oui, quand même. bien sûr, totalement. Mais je pense que par rapport à l'âge de tes élèves pour l'instant, ils sont peut-être pas en âge de comprendre tout. Non. Et puis, on va partir dans les extrêmes, mais c'est pas comme si t'écrivais de la romance érotique ou un Oui, truc c'est sûr. où tu dis que par rapport à ton boulot, à tes élèves, ça craint, quoi. Ouais. Mais du coup, maintenant... Il y en a un qui est quand même un petit peu... Oui, certes. Un seul. Oui, c'est vrai. Ouais, mais encore une fois, comme c'est pas dans le cru directement. Oui, voilà. Tout dépend de la sensibilité ou de l'âge des élèves. Je pense que tu vois, ça achète pas. Mais c'est vrai mais qu'en je tant me dis, qu'adulte... si leurs parents lisent, c'est ta prof de français qui écrit ça, mais dis donc... je vais lui en parler à la prochaine réunion parents-prof, dis donc. Voilà. Non mais oui. Mais comme tu parlais de... T'aurais peut-être préféré, si c'était à refaire, tu changerais ? Ou alors peut-être pour de prochains recueils, tu penses changer de nom ? J'ai bizarrement écrit de la poésie un petit peu plus érotique. Et là c'est sûr que ce sera pas avec mon vrai prénom. Après c'est encore quelque chose de très imagé, hein, c'est pas cru, etc. Mais non, là ça serait pas avec mon nom, c'est sûr et certain. Ok, d'accord. Bon, on reviendra sur ça. Justement, parle-nous de Dire le rien, qui est le nom de ton recueil, qui a été publié il y a 1 an ou 2 ans, je me rappelle plus. Il y a 1 an. 1 an. Ouais. Donc c'est quand même assez à la sortie du confinement. Ah oui, c'est vrai. En juin. Ok, bon donc ça fait 1 an presque tout pile, quoi. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'écrire ce recueil, parce que bon, voilà, on se connaît, je sais que t'écrivais un petit peu de côté, t'écrivais d'autres choses aussi, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le cap en fait et d'en faire un recueil ? Eh ben, souvent j'écrivais pour ma grand-mère en Alsace là, qui aime bien lire mes poèmes. Et t'étais là, hein, ce jour-là, quand j'ai perdu mon grand-père, ça a été le déclic de je veux fixer quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste de ce moment-là et des émotions que j'ai vécues à ce moment-là et de tout ce que j'ai pensé et tout ce que j'ai traversé, etc. Du coup, ça a été l'élément déclencheur, vraiment. Après, en quelques semaines, quoi, j'ai écrit tout d'affilée. Il y a eu aussi des événements dans ma vie personnelle qui ont fait que ça a encore plus chamboulé mes sentiments, exacerbé mes émotions, etc. Donc, ça a été 2 événements un petit peu à la suite là qui ont déclenché ça. Ouais, c'est vrai que, bon, je vais employer un terme, mais parce que moi j'emploie ce terme-là pour mes romans, mais ça a été tellement rapide, ta façon de le rédiger, on dirait limite bon, c'est un peu un exutoire, mais limite comme un accouchement, tu vois. Genre, j'ai vomi mon texte. C'est exactement ça. J'ai craché mes poumons, j'ai vomi mon texte. En moyenne, j'utilise ces 2 expressions, accoucher et vomir, parce que c'est un truc tellement physique finalement. Il faut que ça sorte en fait, et t'as aucun contrôle. Et oui, ça s'est passé en 1 mois environ. Enfin, tu faisais limite que ça, quoi. C'était le matin, enfin c'était vraiment une phase, quoi. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, et c'est vrai que comme tu dis, voilà, forcément par rapport à ce qui s'est passé, c'était un besoin en fait vital limite. Mais viscéral même. Ça sortait du fond des entrailles, quoi. Incroyable. Mais je pense que c'est pour ça que, bon, forcément quand on le lit, et beaucoup se sont reconnus en fait dans les poèmes, et tu comprends parfaitement en fait, même si c'est tout imagé, etc., tout dépend le thème, on comprend parfaitement où tu veux... Il y a beaucoup le côté physique qui revient, et des sensations en fait. Donc, avant de revenir un petit peu sur tes poèmes, on va parler un peu de maison d'édition, parce que c'est vrai que, comme on disait, la poésie c'est assez niché. Aujourd'hui, bon, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué d'en vivre, en tout cas de faire que ça, parce que c'est un genre très niché tout simplement. Donc il y a des lecteurs qui
ne lisent peut-être pas que de la poésie, mais qui sont quand même très friands. Mais c'est une part de marché assez réduite. Ouais. Du coup, comment ça s'est passé ta recherche de maison d'édition? Parce que c'est rare d'avoir des maisons qui sont spécialisées dans ça. Et ben, je cherchais sur Google, tout simplement. Et j'essayais de pas prendre les annonces qui venaient de maisons d'édition, parce que je me disais, il y a quand même un petit peu endive sous roche. Endive sous roche, baleine sous gravier. Et c'est toi qui m'as donné le filon, parce que tu avais une connaissance qui avait déjà publié dans cette maison d'édition. Oui, voilà. oui. Et je leur ai écrit, je leur ai envoyé mon manuscrit, et j'ai eu une réponse presque 3 semaines, voire 1 mois après, mais c'est quand même assez rapide. C'est très rapide, ouais. Qui était positive, donc j'ai pas cherché plus loin. Et en fait, comme c'était la première fois et que j'étais super contente, j'ai dit oui directement en fait. Voilà. Donc, j'ai pas... Première maison d'édition, et voilà, premier oui, et voilà. Ouais. Ok, très bien. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, parce que moi c'est pas un monde que je connais, en tout cas l'éditorial de poésie, donc c'est peut-être différent par rapport au roman ou la littérature en général. Comment ça s'est passé l'édition en fait? Comment ça s'est passé les allers-retours entre toi et l'éditeur, la couverture, le BAT, c'était quoi le processus? C'est lui qui m'a téléphoné du coup, et pendant 30 minutes il m'a fait une analyse de mon recueil. J'étais un peu... pas sous le choc, mais un peu bouche bée de voir tout ce que quelqu'un avait pu comprendre de mes écrits, et c'était pas forcément la fameuse non mais madame l'auteur il a jamais voulu dire ça. Là c'était, tu vois, c'était un peu la même chose. Des fois je me disais waouh, c'est vrai qu'on peut le comprendre aussi comme ça, et pourtant ça venait de moi, mais c'était pas forcément mon message. Et bref, voilà, pendant 30 minutes, il m'a vraiment analysé chaque poème en disant ça nous plaît, ça nous plaît, ça nous plaît. La mise en page aussi nous plaît, on veut la garder. Voilà, il m'a juste dit qu'on mettrait un poème par page, enfin bref, voilà. Et juste la première de couverture, c'est lui qui me l'a imposé, parce qu'il y a un design, je pense, des illustrations à garder au niveau de la maison d'édition. Donc tous les recueils de poèmes ont les mêmes formes un peu sur le devant, et ils vont juste changer les couleurs. Donc ça, il m'a laissé le choix, dans le sens où il m'a proposé les couleurs, et pareil, ça me plaisait, ça rappelait un petit peu un certain côté qui me plaisait, des couleurs automnales, etc. Donc j'ai laissé aussi, en fait le feeling est passé, j'étais plus ou moins d'accord avec tout ce qu'il me disait, parce que comme c'était la première fois que j'avais affaire à une maison d'édition, en fait je me posais pas plus de questions que ça, et je disais ok, d'accord, ok, très bien, oui ça me plaît, et en fait... c'est bête, mais il y a 2 semaines, j'ai capté que j'ai pas de sommaire dans mon recueil. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il y a les noms des poèmes, etc., mais j'ai pas de sommaire. Okay. Et j'ai tilté ça il y a 2 semaines, quoi. Ouais, comme quoi. Voilà. Et t'as eu la main sur le titre et la quatrième de Oui, couverture? le titre, c'est lui qui m'a demandé de lui présenter, voilà. Ok, d'accord. Ouais, il m'en a pas proposé, j'ai pas dû choisir, c'est lui qui m'a laissé vraiment le choix d'en écrire un. D'accord. Et je lui ai présenté Dire le rien dès le début, ça lui a plu. Il m'a dit oui, c'est très bien parce que ça rappelle tel poème. Donc voilà. Et oui, et la quatrième de couverture, c'est pareil, c'est lui qui m'a demandé d'écrire le résumé du recueil, quoi. Ok. Quelque chose d'assez global, sans rentrer dans les détails. Et pareil, c'est le premier résumé que je lui ai proposé. Il m'a dit ok, très bien. En fait, vraiment tout s'est fait super vite. De manière un peu organique, quoi, naturelle. Ouais. C'est ça. Okay. Ouais. C'est vrai que quand on écrit un roman, c'est assez facile, avec des gros guillemets, mais de présenter, parce qu'on dit qu'est-ce que tu écris, tu présentes ton roman et tu dis ça parle de ça, il y a tel personnage, et on est attiré par la couverture ou autre, etc. Mais c'est vrai que la poésie, comment ça s'est passé pour toi? Donc l'édition c'est une chose, mais la publication et la vente, parce que je sais qu'il y en a, c'était auprès de proches, donc un peu le bouche à oreille, on va dire. Il y a eu ton papa aussi, à Nîmes, etc. Mais du coup, comment tu l'as perçu toi en tant qu'auteur finalement de ce recueil? Comment ça? Je comprends. En gros, je sais pas comment dire, parce que après il y a tout ce qui est au bout d'1 an, ou ça dépend de maison d'édition, on te dit t'as vendu tant, c'est une chose, mais est-ce que c'est toi qui t'es occupé un petit peu plus, t'as demandé tant d'exemplaires et c'est toi qui as fait ta tambouille, ou alors est-ce que eux ils le mettent dans des librairies, etc. Comment ça se passe? Parce que ça dépend des maisons. C'est vrai que ta maison actuellement est une petite moyenne, je dirais. C'est pas une toute petite, non, elle est neuve, elle est nouvelle, quoi. C'est ça, c'est quand même une assez jeune maison d'édition, donc elle a peut-être pas le poids
qu'ont les poids lourds tout simplement d'édition française. Oui, alors il m'avait expliqué qu'il présentait les bouquins qu'il éditait dans quelques librairies dans le Nord, il me semble entre Paris et l'Alsace en gros, mais je sais pas exactement où. Et il m'a vendu, entre guillemets, 25 exemplaires au début, avec, tu sais, la remise pour... Oui, c'est tes exemplaires auteurs, ouais. L'auteur, voilà, que moi j'ai distribué parmi mes proches. Et après, il m'avait expliqué qu'il y avait un certain nombre d'exemplaires qui étaient tirés à l'avance. Et après, en fait, quand tu commandes, tu mets 3 semaines à le recevoir parce qu'il est imprimé sur demande, à la en fait. demande, okay. Voilà. Donc, au niveau de la vente, ils font un peu de pub sur leur page Facebook, sur leur page... sur leur site web... Instagram, je crois pas qu'ils aient Instagram pour l'instant. Voilà, ils font un petit peu de pub, mais je pense que comme ils veulent rester un peu petite maison d'édition, c'est plus le bouche à oreille et un article par-ci par-là, tu vois. Moi, j'avais pu être publiée, j'avais été interviewée par un journaliste aussi il y a pas longtemps à Nîmes, donc c'est vrai que ça avait peut-être un petit peu reboosté les ventes. Je sais que mon père l'a exposé dans son magasin aussi, donc les gens le voient, ils font le rapprochement entre le nom de famille, donc voilà. Et puis ma mère aussi ici qui fait pas mal de pubs jusqu'à Ouagadougou. Donc j'ai pu en vendre là-bas aussi. Ok, d'accord, très bien. Mais souvent c'est moi en fait qui les commande et après je les envoie. Oui, donc en fait tu t'occupes de la distribution. C'est autour de, voilà, comme tu disais, bouche à oreille, des proches. Donc après, je pense que c'est un choix soit de la maison ou de toi aussi. Oui. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te convient ou peut-être à terme tu aimerais, donc que ce soit cette maison ou une autre, en poésie, tu aurais préféré un moyen de distribution différent, tout simplement, que t'aies moins à t'occuper finalement. Genre que ça passe pas tant par toi, tu vois ce que je veux dire ? Non, ça m'a pas trop dérangé de m'en occuper parce qu'au final c'est mon livre, donc y a pas de souci. Par contre, ce qui m'a dérangé... pas ce qui m'a dérangé, mais ce que j'aimerais, c'est... j'aurais bien aimé aller en librairie et voir mon bouquin, tu vois. C'est vrai que ça fait toujours plaisir. Et ça, je l'ai pas trop vécu, quoi. Oui, c'est sûr. Mais après, encore une fois, ça dépend des maisons. Ah bah oui, c'est clair. Mais après, même avec les... Enfin, par rapport à mon expérience personnelle, comme j'étais dans des petites moyennes, pareil, ils ont des partenaires donc qui vont avoir, surtout quand c'est régional ou dans le département. Et après, si t'es pas dans une très très grande maison, la diffusion, et on parle même pas d'auto-édition. Bah oui, c'est clair. Voilà. Mais non, je comprends tout à fait. Ok. Je voulais parler aussi un petit peu parce que tu parlais de la mise en page, justement. Oui. Donc, quand tu rédiges, est-ce que tu obéis à certaines règles, parce qu'on nous a toujours appris, tu sais, quand t'es en cours, faut faire des alexandrins, il y a tant de pieds, tel rime, tel machin, c'était un casse-tête pas possible. Non, mais c'était un truc... Enfin, personnellement, et c'est peut-être pour ça que j'ai été, entre guillemets, traumatisée de la poésie, parce que en cours, ce qu'on nous apprenait, j'étais brimée, je comprends parce qu'il fallait les classiques, mais je me sentais brimée, où j'avais envie de dire, non, j'ai envie d'écrire ça, mais ça correspondait pas, aux règles. Oui. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu te poses, une espèce de structure, ou au contraire, t'es dans un truc totalement libre, en mode, je mets pas de majuscules si j'en ai pas envie, si c'est de la prose, c'est de la prose, si je saute une ligne, etc. Comment tu fais ? Je prends la chose à l'envers, en fait. Je me mets aucune règle. Comme t'as dit, des fois il n'y a pas de majuscule, des fois il y en a, des fois c'est espacé, des fois non, des fois je saute une ligne, des fois non. Enfin, c'est vraiment, je joue vraiment avec la forme de la poésie. Et de temps en temps, quand on va dire l'inspiration manque, entre guillemets, je vais me rajouter des contraintes. Et en fait, ça libère... Enfin, c'est assez paradoxal, mais ça libère l'inspiration. D'accord. Et de temps en temps, c'est vrai que j'ai essayé de placer un alexandrin par-ci, par-là, ou de me dire, tiens, je vais faire comme si c'était un tercé, ou j'en sais rien, et... mettre des sonorités un petit peu plus régulières parfois, des fois pas du tout. Et le fait de jouer sur ça m'a permis de passer au-dessus de justement cette problématique, je veux dire ça et ça rentre pas, non, je veux dire ça, et en fait je peux le dire comme ça ou comme ça, je fais les deux, je fais un mélange, tu vois, et c'est un peu une genre de potion magique, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que je le voyais pas du tout comme ça. Moi, personnellement, tu vois, les contraintes, je les fuis, et toi, c'est cool de te dire que quand ça manque, tu tournes vers là. En fait, c'est un défi, c'est un peu comme... Alors, je me rappelle plus le nom, peut-être que tu l'auras, mais il y avait un auteur qui avait écrit un livre sans la lettre E. Oui, c'est Pérec.
Bah je crois. Hein. Oui, c'est Pérec. Ouais. Et justement, après, t'as toutes les contraintes de l'Oulipo, Oui. c'est Oui. groupe d'écrivains. Ouais. Et les élèves adorent ça. C'est vrai. En fait, tu vas leur dire, je leur ai donné la contrainte d'écrire sans le E, donc ça c'était un peu dur pour les 5e, mais il y a plein de contraintes que tu peux te rajouter comme ça. Et en fait, ça leur met pas de barrière, au contraire. Ils prennent ça comme si c'était un défi, un jeu. Ouais, c'est un jeu. Quoi. Et en fait, il va volontiers. Alors que si tu leur dis, alors écrivez-moi 3 alexandrins, ils vont se dire, mais... Bah, c'est exactement. Je pense que tout dépend comment les profs le présentent, en fait. Oui. Mais du coup, c'est super intéressant. Et c'est vrai que c'est une chose qu'on peut adapter à tout, en fait. Pas forcément que la poésie, quoi. Non, c'est clair. Ouais. Ok, bah écoute, peut-être que pour mes prochaines séances d'écriture, je vais me mettre ça quand j'arrive pas, j'ai la page blanche, je vais faire ok, alors je fais un paragraphe sans E, ou alors il faut des allitérations, ou tu sais, des figures de style, etc. En vrai, ça relance la machine. Ouais, ça fait casse-tête en fait, parce que du coup, je pense que t'es concentré sur l'aspect technique, entre guillemets, et ça libère le côté créatif. Ouais, c'est ça. T'es plus sur la forme que sur le fond, et du coup ça fait limite comme une écriture. Bon, je vais pas dire automatique parce que c'est pas le cas, mais automatique avec ses contraintes par-dessus, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Bah, écoute, trop intéressant. Ok. Et justement, pourquoi ces choix ? Parce que t'as dit que la maison d'édition avait respecté le fait qu'il n'y ait pas de majuscules en début de vers, etc. Donc, certes, t'as dit que tu jouais avec ça, mais est-ce que tu sais pourquoi la maison voulait les garder ? Ou toi, est-ce qu'il y a vraiment une raison sans le jeu pour lequel tu fais, par exemple, ces petits... J'allais dire quick-quack, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est modification en fait, on va dire. Bah en fait, je sais que lui, il m'avait expliqué que ça lui plaisait parce que justement c'était irrégulier. C'était pas tout le temps la même forme, pas tout le temps la même longueur, pas tout le temps les mêmes rythmes, etc. Et il avait beaucoup aimé ce côté-là, il m'avait dit voilà, ça nous plaît, enfin, on veut vraiment garder ça parce que c'est créatif, en fait, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire. Et moi, ça m'est venu un petit peu naturellement. Enfin... En vrai, c'est assez automatique aussi, et j'ai pas réfléchi à tiens, je vais décaler cette phrase parce que machin, ou enfin parce qu'elle a du sens peut-être plus par rapport à une autre ou quoi. Non, c'était vraiment ça fait joli. C'est en accord avec ce que j'ai envie de dire, donc je le garde en fait. Oui, c'était pas un parti pris en fait, hein. C'était pas je fais ça vraiment, pour faire ça. Quoi. Non, c'était vraiment de l'amusement quoi. Ok, c'est cool du coup. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, en classe, on dit oui, il a fait ça parce que c'est pour montrer ça et tout. Toi, le jour où je sais pas si c'est tes élèves ou mais quelqu'un d'autre, si on étudie tes poèmes en classe, on pourra pas dire ça, tu vois, c'est pas genre non, elle a fait ça. Non, elle a fait ça parce qu'elle avait envie. Je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas vrai. J'avais juste envie, point. Il y a pas voilà. de raison. Ok. Ouais, c'est aussi ça, aussi la littérature, c'est pas non plus tout le temps partir sur... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Hein, mais on nous a appris le contraire en fait. Et je pense que beaucoup se bloquent sur ça, sur les sens cachés. Après, ça peut être intéressant aussi. Ça peut être trop bien justement de partir super loin dans tes analyses. Bon, après, l'auteur, il a pas forcément... Enfin, je sais pas. Il y pense peut-être pas toujours en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un petit peu ce côté, bon, je sais pas si je peux dire magnifiant, mais des analyses, même de classiques, des fois je me dis, mais est-ce que, bon, c'était des génies certes, mais est-ce que l'auteur voulait vraiment dire ça, tu vois, genre quand on a étudié Zola ou plein de trucs comme ça, c'est en mode. Est-ce qu'il est tellement allé chercher si loin ? Ouais. Est-ce que... Enfin, bien sûr, t'as parfois des critiques de société, etc. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on le voit par rapport à notre œil, en fait. Oui. On vit pas à la même époque, donc on le comprend de manière différente. Il y a le côté esthétique qui joue beaucoup, quoi. C'est ça, exactement. Par rapport au thème que tu abordes dans Dire le rien, il y en a beaucoup. Alors, si on fait une liste, il y a la femme, forcément, la solitude, l'abandon, le deuil, on en a parlé, la remise en question, mais aussi la nature, et un petit peu le fait de se recentrer sur ça ou de se reconnecter. La vie en général, donc l'espoir, un petit peu le renouveau, on va dire le printemps après une période petit peu difficile, et aussi la mythologie, parce que t'as le côté forcément grec et latin qui revient de ton cursus. Pourquoi ces thèmes-là ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ou pourquoi t'as choisi cela ? Est-ce qu'encore une fois c'était naturel ? Est-ce que certains étaient un choix ? Est-ce que t'en as creusé plus certains que d'autres ? Oui, alors beaucoup m'ont dit waouh, Anaïs, t'es quand même t'es assez triste, non ? Alors je dis non, mais alors écoutez, c'est juste un recueil, des poésies qui datent d'une certaine époque à un moment donné. C'est vrai que c'est assez presque noir, assez profond.
Et mes thèmes favoris ont toujours été la nostalgie, la mélancolie et la solitude en fait. Parce que je sais pas si c'est par rapport à mon signe astro ou quoi que ce soit, mais je me remets tous les jours en question, du matin au soir. Et Anaïs Domingo ne peut pas écrire autre chose. Enfin, je me suis rendu compte, je n'arrive pas à écrire des poésies joyeuses, légères. Je n'y arrive pas. C'est tout le temps, pour moi, ça a quelque chose de vraiment profond et de mystique. Et du coup, ça me rappelle, ça me raccroche toujours à voilà, quelque chose d'assez égocentré au final, parce que c'est ma solitude à moi, c'est ma nostalgie, et c'est ma façon de ne pas comprendre mon monde, tu vois. Mais c'est pour ça, je pense que j'ai beaucoup aimé Madame Bovary, parce qu'elle est un peu pareille. Et non, c'est des sujets qui reviennent, même si j'ai beau les rejeter, en fait, ça reviendra tout le temps. Et je me suis rendu compte que dans mes poèmes, souvent je commençais par je, et des fois je me dis, non, essaye de, ne serait-ce que de mettre il ou elle à la place, tu vois, essayer de passer à, ouais, de passer outre, en fait. Et non, voilà, c'est vraiment la mélancolie, la nostalgie, quoi. Après, bon, sans parler que c'est quelque chose qui vient avec facilité, je pense aussi que, comme tout, on peut pas se forcer à écrire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc, vaut mieux, à la limite, rester, comme tu dis, dans des poèmes mélancoliques, mais quelque chose qui te permet de t'exprimer et qui soit bon et beau, et enfin, en tout cas sensible, quoi, qu'on peut comprendre, plutôt que de te forcer à écrire quelque chose de joyeux et qu'on dit, bon, on sent que c'est pas la même chose, quoi, que t'écris pour écrire. Et de toute façon, dans la page blanche, elle vient. Si tu te forces à écrire quelque chose que t'aimes pas, peu importe... Ça passe pas, donc... Mais tu vois, là, j'ai envie de te dire, ça fait 2 ans que je suis heureuse avec mon mec, ma maison, mon boulot. Ça fait 2 ans que j'ai pas écrit grand-chose, hein. Mais ça, oui, je comprends tout à fait. C'est horrible. Alors, bon, on va partir... Comme on est potes, ça va, parce qu'on peut parler de plein de trucs, mais en gros, moi, je sais que... donc j'écris beaucoup quand je suis pas en couple. Donc en ce moment, je fais que ça. Ça fait trop là, genre Bridget Jones, tu sais, genre. C'est ça. Mais en fait, parce que du coup, bon, c'est pas pour faire, j'aime pas l'artiste torturé, tu sais, genre, mais il faut être malheureux pour créer, c'est pas vrai, mais il y a quand même une part de vérité dans le sens où, du coup... après, ça veut rien dire parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont super, enfin qui ont du succès et qui ont une vie de famille super, leur entourage est super, donc voilà, c'est propre à tout à chacun. Mais c'est vrai que étudiante, enfin même pas étudiante, adolescente, j'écrivais beaucoup parce que quand j'étais toute seule, et bon, moi je suis unique, avant d'aller à la fac, etc. Parce que tu sais, tu fais pas trop grand chose de tes week-ends ou quoi, enfin en gros ça t'occupe. Mais après, une fois que t'es vraiment occupée, que ce soit les relations amicales, amoureuses, les études, etc., j'ai rien écrit pendant presque 5 ans. Et c'est vrai que j'ai remarqué aussi, dernièrement je suis dans ma phase romance, tu le sais, c'est ce que je lis beaucoup et c'est ce que j'écris, mais je peux pas écrire de la romance quand je suis en couple. Genre la dernière fois, quand j'étais en couple pendant un moment, j'écrivais de la dystopie et des trucs genre vachement noirs, la fin du monde et tout, genre parce que j'étais heureuse en fait dans mon couple, quoi, et maintenant je suis en mode, ça doit être un manque d'affection, je sais pas, tu vois, mais je suis en mode non, j'ai pas envie, enfin j'ai une idée de dystopie que j'ai depuis 2017, donc quand j'étais avec quelqu'un, et elle m'était venue, et limite j'ai tous les chapitres et tout, mais en ce moment j'ai pas envie d'écrire des gens qui meurent, j'ai envie d'écrire des gens qui se rencontrent et qui tombent amoureux, parce que c'est pas ce qui se passe dans ma vie en fait, parce que je pense que c'est, tu sais, comme quand j'étais gamine, moi c'était beaucoup l'imaginaire qui m'intéressait, parce que j'avais pas envie de lire du contemporain, parce que c'était ce qu'on avait en cours et ce qu'on avait dans la vie, donc c'est une manière de s'évader, et j'ai envie de m'évader quand j'écris, donc du coup j'écris des choses que je ne vis pas. Mais oui, tu vas à l'opposé en fait de ce que tu vis, quoi. C'est ça. C'est assez paradoxal parce que la littérature, enfin l'acte d'écrire, c'est quand même assez une certaine introspection, tu te ressens sur toi et c'est ton inconscient parfois même qui parle, enfin c'est toi quoi qui imagine tout, et en fait tu t'es attiré par l'opposé de ce que tu vis, quoi. C'est ça, c'est et fou, puis quoi. je pense qu'il y a une partie de... Alors je sais pas, on en avait pas parlé pour la poésie, mais quoique peut-être, est-ce qu'il y a des choses des fois qui te viennent en rêve, ou ce genre de choses par rapport à l'écriture? Non, parce que tu vois comme on parle du subconscient et tout, bon là dernièrement c'est pas trop ce qui s'est passé, mais pour 2-3 romans j'ai des scènes qui me sont venues en rêve en fait, ou des phrases. Alors bon, soit t'as de la chance, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, tu notes sur ton bras ou un bout de papier, parce que si t'attends le lendemain tu t'en souviendras pas, ou alors tu vois juste au réveil, mais je trouve ça intéressant en fait. Bon, des fois ça vaut rien et tu prends pas la scène, parce que quand tu sors ton rêve, tout a l'air logique, et après quand tu réfléchis c'est pas le cas. Mais je me dis, c'est quand même ton subconscient qui essaye de te parler, c'est en fou. fait. C'est fou.
Voilà. C'était la petite divagation. Non, mais c'est super intéressant. Mais c'est vrai que je l'avais pas mis sur les questions tout à l'heure, et comme on en a parlé, comme tu parlais en ce moment, ou dernièrement t'écrivais de la poésie érotique, beaucoup plus érotique de ce qu'il y a par rapport à dans ton recueil. Donc comment tu appréhendes ça, comment ou quand vient l'inspiration, et est-ce que c'est, de ce que tu préparais, c'est un recueil qui sera que sur ça? Est-ce que c'est si différent que ça finalement, écrire de la poésie assez mélancolique, sauf que ce dont t'as l'habitude, et de la poésie beaucoup plus érotique, même si ça reste dans l'abstrait? C'est pas différent dans le sens où je me rappelle qu'il y avait que des images de pareil, tu sais, de quelque chose qui sort de toi en fait, que encore l'image de vomir, enfin désolée, mais vraiment c'est pareil, le plaisir ça monte, ça vient, ça sort d'un coup, enfin tu vois, quelque chose d'assez violent et physique. Et je me rappelle que c'était un soir, mais un soir complètement random, enfin, je rentrais des cours presque, voilà, on était à la maison, tout allait bien, et d'un coup j'ai eu envie d'écrire, j'en ai écrit 10, et ça s'est passé il y a 3 mois, et depuis, plus rien. Tu vois, en fait c'est quelque chose qui est complètement irrégulier, c'est d'un coup, je vais avoir l'inspiration, alors là il y a tout qui va venir, ça va même venir même en désordre dans ma tête, et je vais tout écrire d'un coup, d'affilée presque. Et après, pendant 3 mois, j'ai même plus envie d'y toucher, même plus envie de me relire. Et ça avait été un peu la même chose pour le recueil Dire le rien. Tout était venu d'un coup et j'avais pas envie de revenir dessus. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à me relire. C'est quelque chose que je déteste faire. Ou entendre les autres me lire moi. Je déteste. Et voilà, donc là, pour la poésie érotique, c'était un peu la même chose. Et j'appréhende un peu parce que c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude d'écrire, et j'ai un peu peur de la réaction. En fait, je pense aussi qu'il y a ce côté, bon, je peux pas comparer directement aux scènes entre guillemets érotiques ou sexuelles dans les romans, parce que bon, à part si peut-être des gens font des romans autobiographiques, t'as vraiment ce côté extérieur, il, elle, les personnages, il, elle, ou peu importe les pronoms. Alors que là, la poésie, comme tu l'as dit, c'est quelque chose de tellement intime, tellement personnel, même si tu mets pas le jeu, on associe forcément à la personne qui a écrit le poème. Donc c'est vraiment se livrer quoi, de ses désirs, de ses sensations. Donc je comprends le côté, j'ai pas honte, tu vois, mais peur du regard des autres. Ah bah oui. Tu véhicules beaucoup d'idées féministes et féminines. Je sais que de toute façon c'est un sujet très important pour toutes les deux. Donc est-ce que dans tes poèmes, et par rapport à ces idées-là, mais peut-être pour d'autres idées, est-ce que tu puises dans ton quotidien et dans ton passé, passif non, en fait, les quelques poèmes là dans le recueil Dire le rien qui parlent justement de la femme ou de la place de la femme, etc., ne me conviennent plus trop aujourd'hui, dans le sens où je trouve ça un peu bébé en fait ce que j'ai écrit. Et comme j'essaye de m'instruire vraiment tous les jours à ce sujet, je me pose pas du tout en tant que figure féministe en poésie ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. En fait, je pense qu'à travers le fait d'écrire, je peux libérer quelques pensées, par-ci par-là, planter une graine dans la tête des uns, des autres. Pas en tant que porte-parole, mais plutôt un exercice même pour moi en fait, à me sentir légitime en tant que femme, à m'imposer en poésie en tant que femme, et à revendiquer des choses, des situations, des choses féministes en tant que... Ce que tu dis sur le fait de pas vouloir se relire, ou alors de plus se reconnaître dans certains poèmes, donc bon, ça peut être le cas pour le côté féministe, mais sur plein d'autres choses, c'est tellement important, parce que déjà je pense qu'on a un âge où on se construit énormément, et dans la vingtaine, bon, c'est peut-être le cas dans toute la vie, mais pour l'instant on parle de ça nous, mais dans la vingtaine c'est vraiment un âge, de ce que je vois et vu le temps qu'on se connaît, où on change limite tous les ans en fait, et là c'est vrai que c'est un thème, le féminisme, sur lequel on s'instruit, et c'est super dur. Personnellement, c'est le côté littérature, où des fois tu relis des trucs et tu te dis mais j'ai pas dit ça, ou j'ai pas fait dire ça à un personnage, je ne me reconnais plus dans ça, et c'est trop compliqué, parce que forcément t'as envie de publier quelque chose, ou t'as envie qu'on te lise, mais c'est pas un reflet de qui tu es maintenant. C'est ça, exactement. Parce que t'as été édité, enfin ce recueil c'est il y a 1 an, mais tu l'as écrit il y a plus de 2 ans. Voilà. Donc du coup déjà entre 22 et 24, il y a un monde. Ah oui. Et dans 10 ans, entre d'autres recueils, d'autres romans, etc., enfin il y aura encore tellement de choses. C'est super compliqué, parce que tu laisses un témoignage d'une vie passée de toi, c'est ça. qui n'est plus c'est toi. Ça.
Et du coup, t'as plus envie d'en parler parce que tu dis non, on oublie ça en fait. C'est ça, enfin, c'est ton toi passé en fait. C'est comme si on te mettait. Alors, c'est pas forcément des erreurs, tu vois, mais quand on dit tu te souviens quand t'as fait ça? Ouais, c'est et ça. En mode non, voilà, on ne te m'en met bien le parlez nez pas dedans. C'est trop ça, genre non, c'est plus moi en fait. Je ne suis plus la même personne. Sauf qu'avec les écrits, ça reste. Bah, ça reste, c'est ça. Donc, en même temps, c'est beau parce que tu vois ta progression et en même temps, tu dis putain, j'aurais dû m'abstenir quoi. C'est trop ça, tu fais. Ah putain, celui-là, il aurait pu rester dans les brouillons quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai une phrase un vers qui me reste en tête de mon recueil. À chaque fois, tu sais, j'ai des petits frissons en la relisant en me disant, oh mais Anaïs quand même, c'est je ne suis pas qu'un E muet. Non mais tu vois, à l'époque, je me rappelle, j'étais dans mon mémoire, je me disais, ouais, vas-y, elle est trop bien cette phrase, vas-y, elle a un impact et tout. Et quand je la relis maintenant, je me dis, c'est un peu bébé quoi. Je comprends pourquoi tu vois, parce que bon, forcément, on était dans les études, et tu sais, t'as le côté. Tout. Bon, en ce moment, on en parle un petit peu moins, j'ai l'impression que c'est un peu plus accepté, mais l'écriture inclusive, est-ce que le féminin, est-ce que le masculin, est-ce qu'on met un point médian, est-ce que si, ça. Donc, non, je comprends d'où ça vient, mais c'est vrai que, bon, encore plus sorti du contexte. Bah oui. Ça fait. Ça fait un peu bizarre. Ouais. Mais ça allait avec ton mémoire aussi, avec la littérature. Alors, est-ce que tu pourrais nous lire un poème? Est-ce que tu as un petit texte sous la main, lequel tu vas nous lire? Donc, celui qui ressort beaucoup en ce moment, c'est page 13, le poème qui s'appelle Parler, en fait. J'aime bien l'opposition entre dire et parler, tu vois, c'est pas la même chose. Dire, tu te le dis à toi-même. Parler, ça implique, tu vois, on est là, dialogue. Voilà, un dialogue, toutes les deux, on est en train de dialoguer, quoi, de discuter, d'échanger. Et en fait, à ce moment-là, je me parlais à moi-même, en fait. Je me disais plus simplement les choses, je me parlais. Je me revois le dire à voix haute, en fait, chez moi, tu vois. Et en fait, du coup, il parle du fait de ne pas arriver à parler. Je sais pas si je suis claire, mais tu vois, c'est vraiment une contradiction de A à Z. Et il est ressorti, ce poème, parce que on l'a relu dernièrement à voix haute à une personne qui n'arrive plus à lire, qui a eu un AVC, qui n'arrivait plus à lire. Et on lui a lu celui-là, et cette personne a eu beaucoup d'émotions, a presque pleuré en fait en entendant celui-là, parce que ça l'a renvoyé au côté physique, toujours au côté physique, je n'arrive plus à parler non plus, tu vois. Et c'était exactement ce message-là que je voulais faire passer, et c'est à ce moment-là je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop fort quoi. Donc, d'avoir un impact comme ça sur une personne. Parler, je n'ai plus les mots pour vous parler, dire le cœur ou l'absence incertaine, taire l'autre qui passe et s'en va sur des chemins contraires aux miens, vents éphémères qui soufflent sur la plaine de mon cœur. Disparaître. Je n'ai plus les mots pour vous dire, vous lire, la peine qui m'éloigne des miens, mais la renaissance sera là, soyez sûrs. Le moment où je volerai à nouveau, car on se laisse prendre à la mélancolie, puis on oublie ce qu'on doit à la vie, je volerai parmi l'amour et sa passion, parmi la joie et son sourire, parmi vous et les autres. Je reviendrai, vous le savez, mais qu'importe, puisque je n'aurai les mots pour vous dire que je suis là. Et en fait, celui-là, je me rappelle que je voulais qu'il finisse bien. Et tu vois, la fin, je me disais, il peut pas finir bien ce poème parce qu'il est triste en fait. Et je suis triste, alors j'ai rajouté cette fin. J'aurais toujours pas les mots pour vous dire en fait que je suis parmi vous. Et voilà. On sent vraiment le côté, le fait de se sentir seul ou lointain en fait des siens. Et de pas arriver à exprimer certains sentiments. C'est ça. Et d'être présent sans vraiment l'être. C'est ça. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, mais je me sens seule. Oui, mais il te répond, mais je suis là. Oui, mais t'es là, mais je me sens seule. C'était exactement ça à ce moment-là, tu vois. Je vois les gens, je parle aux gens, mais je suis seule avec moi-même, en fait. Ouais, il y a comme un mur. Tu sens un écart, en fait. Il y a une cassure et t'as l'impression de pas être dans le même monde, parfois. Totalement. Écoute, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ta petite lecture. Merci. Et c'est vrai qu'on a parlé aussi, tu écris forcément des poèmes, mais je sais que tu écris d'autres choses. Des fois en ligne, des fois non. Est-ce qu'il y a d'autres genres de la poésie qui t'intéressent, sur lesquels tu voudrais vraiment creuser, ou alors est-ce que c'est qu'un passe-temps? Est-ce qu'un jour tu voudrais écrire de la fiction, ou quelque chose de pseudo-autobiographique, tu vois ce que je veux dire? J'ai essayé la nouvelle. Et j'y arrive pas en fait. J'y arrive pas parce que je suis pas du tout quelqu'un qui est organisé. Et la poésie justement, ça a ce côté un peu justement libre où tu peux te permettre de passer un peu du coq à l'âne, on va dire. Tandis que pour moi, le roman, la nouvelle, que ce soit fiction ou pas, autobiographique ou pas, il faut qu'il y ait quand même une organisation, il faut qu'il y ait un plan, il faut que ce soit réfléchi à l'avance.
Et il faut une rigueur aussi, tu vois. Et moi, je l'ai pas du tout. Et j'y arrive pas, en fait. Là, clairement, il y a un début de nouvelle que j'ai écrit il y a 4 ans. Non, mais toujours pareil, quand tu te relis, en plus, tu te dis, ah, mais pitié. Mais il y a 4 ans, et ça n'avance pas, et je n'y arrive pas, en fait. Ça bloque. Alors, j'ai un peu avancé toujours quand j'ai perdu mon grand-père. Ça m'a relancé dans une dynamique d'écriture. J'ai un petit peu avancé, mais j'ai très vite laissé tomber parce que je suis pas faite pour ça, je pense. Mais t'avais commencé aussi un roman. Bah c'était celui-là en fait. C'était sous forme de... Parce que ça faisait des chapitres un petit peu. Bah en fait c'est ça faisait des chapitres. Après je me suis dit, bah il y a trop de détails et c'est chiant à lire en fait. Donc passe en mode nouvelle. Et même en mode nouvelle, avec moins de détails et un peu plus de rapidité dans le texte, ça m'allait toujours pas en fait. J'arrive pas. Non, mais après, c'est quelque chose que tu pourras peut-être creuser plus tard, ou au contraire, juste te rendre compte que... Enfin, moi, c'est le contraire, je pourrais pas la poésie. Genre, pour moi, c'est ce que tu fais, c'est hallucinant, parce que j'arrive pas... Si, mais alors déjà, on va se calmer. La légitimité, ma chère, hein, d'accord ? Je n'en ai pas. Mais en fait, j'arriverais pas à mettre des émotions en aussi peu de mots. J'ai besoin de chapitres et de chapitres. Alors, il y a forcément le show don't tell, tu vois, le montrer et pas le dire que dans des dialogues, etc. Mais j'ai besoin d'exprimer des choses, par des gestes, par des choses où, pour moi, ça serait pas de la prose, quoi. Il faudrait que je fasse des paragraphes et des paragraphes. Et du coup, la poésie me correspondrait pas du tout. Mais c'est trop intéressant, je trouve, de voir qu'on peut exprimer... Bah, admettons, on pourrait nous donner le même thème et on écrirait quelque chose de totalement différent dans des genres totalement différents. Alors qu'on voudrait dire la même chose. Mais tu sais, je viens de me rendre compte en t'écoutant que autant ça me vient de la formation de lettres classiques. Parce que c'est exactement ça. En latin, t'as 2 mots. Tu le traduis en français, t'en as 15. Exactement. Grec, pareil. Et du coup, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, ça m'a formée. Mon esprit s'est formaté à la puissance des mots, tu vois. Et parfois, 2 côte à côte, ils peuvent avoir un certain lien entre eux qui fait que tu comprends plein de choses. Mais je comprends qu'il y ait besoin de détailler beaucoup de choses aussi pour... Bien sûr. C'est juste une construction différente en fait, et c'est une intention littéraire différente aussi. Voilà. Ok, alors on va passer à la partie un petit peu conseil, parce que c'est vrai que comme je te dis, moi la poésie et moi ça fait 10 000, j'y connais pas grand chose, donc quel conseil tu donnerais à celles ou ceux, je vais y arriver, qui veulent écrire de la poésie ou peut-être en éditer aussi? Eh ben... Comme avec mes élèves, en fait, quand je leur dis on va faire atelier écriture poésie, de suite c'est « Oh non, mais madame, on n'a pas d'imagination, nous on est nuls, on sait pas faire, j'ai pas d'idée. » Et même quand c'est juste une simple rédaction, faites le portrait d'un chevalier et d'une princesse par exemple, c'est la même chose. Ce qui marche bien, c'est de partir d'une image ou d'une musique, ou même parfois les deux, tu vois. Je sais que j'aimerais bien plus tard écrire à partir d'illustrations ou au contraire illustrer mes poèmes, tu vois, ou même de la photographie. Parce que je pense que d'avoir un support visuel, ça peut t'aider à amener les choses, à amener les sentiments, ou du moins à décrire quelque chose, d'écrire un moment, d'écrire une émotion, d'écrire une envie, d'écrire... voilà. Donc... Je pense que partir, si vraiment on a envie de se lancer dans la poésie et qu'on n'a pas de suite les réflexes d'aligner 4 mots qui font joli, en gros, partir d'une image, partir d'une photo, partir d'une musique, partir de... Ouais, il y a un petit peu ça aussi, les briefs ou juste des fois on donne une phrase dans des cours ou on va dire des ateliers d'écriture. C'est un peu le même principe, sauf que là c'est graphique, c'est visuel plutôt que textuel, quoi. Mais ok, donc partir d'un truc pour ensuite découler. D'accord. Donc comme tu l'as dit, tu es enseignante et tu fais pas mal de choses avec tes élèves. Et quel conseil tu aurais pour des élèves, ou au contraire peut-être des profs, on sait jamais, qui voudraient étudier la poésie ou qui voudraient travailler sur la poésie ou d'autres types d'œuvres en classe ou de manière personnelle? Ce qui marche beaucoup aujourd'hui avec les élèves, c'est qu'il faut que tout soit ludique en fait. Et je pense que la poésie, ça peut être un bon moment, tu vois, à partager, un bon moment à passer, et essayer de tourner ça en jeu en fait. Par exemple, le cadavre exquis, pardon, on a essayé ça cette année, et c'est trop drôle, c'est trop bien, ça donne des phrases complètement loufoques, et alors au début ils ont du mal à se dire... on a le droit de faire des phrases qui veulent rien dire, c'est quand même, on est en cours de français quoi. Ben oui, justement, cours de français, c'est la place aussi pour s'exprimer et pour
pas que de la grammaire, c'est aussi de l'art, de l'histoire de l'art, etc. Donc voilà, essayer de libérer au max la poésie et pas d'en faire quelque chose de, comme tu disais, d'étudier la versification, d'étudier les rimes, le rythme, de passer outre en fait. Et peut-être même, je pense que de le lire à voix haute, ça peut aider, et ça peut même donner lieu à de l'improvisation, de l'atelier théâtre, enfin tu vois, tu peux mêler plein de choses avec la poésie et voilà. Bon, ça c'est peut-être pas tant un conseil, mais tu es le cliché du poisson. Arrête Tu l'es, tu le sais, tout comme je suis le cliché du bélier, de toute façon, voilà. Oui. Mais donc t'es une personne très sensible. Oui. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, parfois on le reproche un peu aux gens. Oui. C'est t'es trop sensible, t'es trop... Voilà. Mais est-ce que cette sensibilité finalement elle te sert ? Est-ce que tu la cultives dans ton art, donc la poésie ou la littérature, etc. Et est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les gens qui au contraire se sentent détachés de leur sensibilité et de leur personne finalement ? En fait, le moment où j'écris, j'essaye vraiment de jouer mon rôle à fond, dans le sens, mon rôle de poisson quoi, limite. Ça m'est déjà arrivé de pleurer en écrivant, je sais pas si ça te l'a déjà fait, mais tu taffes, tu vois rien, t'as les yeux qui sont flous, tu pleures tout ce que tu peux. Et de garder ce moment-là en tête à tête avec moi-même et de laisser exprimer ma sensibilité à fond en fait, parce que je me détache, là Anaïs Domingo qui a écrit Dire le rien n'est plus là aujourd'hui, dans le sens où elle est passée, tu vois, et je pense que je pourrais pas réécrire la même chose aujourd'hui, mais ça a été moi quand même à un moment X, tu vois, donc non, de laisser exprimer ma sensibilité. Moi, je pense que dans la vie de tous les jours, c'est un peu un complexe, mais par rapport à la littérature, à l'écriture, pas du tout. Au contraire, je pense que ça m'aide beaucoup parce que ça fait venir plein de choses d'un coup dans ma tête, quoi, on va dire. Totalement. Non, mais non, totalement, parce que on en a déjà parlé, je dis ça tout le podcast, mais c'est vrai, mais tu perçois et tu exprimes des choses de par ta sensibilité. Enfin, t'es sensible à certaines choses déjà, mais d'une manière totalement différente, déjà par exemple de moi, mais on va dire on nous construit et on nous apprend que la sensibilité c'est mal, être attaché à nos émotions c'est mal, il faut pas pleurer, il faut pas donc sans parler de questions de genre, etc. Parce que sinon c'est encore pire. Mais en fait non, c'est une force. Et je pense, encore on va partir dans les trucs, mais on en avait discuté sur le confinement, etc. Moi je sais que je me suis beaucoup plus rattachée à mes émotions. Dernièrement on en parlait, limite je pleurais tous les jours, mais en fait ça faisait du bien. Alors qu'avant si je pleurais 2 fois de l'an c'était vraiment... Et encore, bon ça c'est une émotion comme une autre, parce qu'on parle de la tristesse et de la mélancolie, mais ça peut être plein d'autres choses. Et non, je pense qu'au contraire on devrait s'inspirer d'artistes, entre guillemets, des gens qui sont tout le temps connectés à leurs émotions, parce que ça devrait nous servir dans la vie de tous les jours. Oui, mais c'est un peu le cliché de l'écrivain qui est incompris de sa société, totalement. Qui est solitaire, mais oui, t'as raison, je pense que t'as raison. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as de futurs projets ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu tables un petit peu déjà, sur lesquelles tu veux parler, ou alors t'es un peu dans le flou et tu vas un peu... Je suis un petit peu dans le flou, comme d'hab. Non, j'ai commencé à écrire, j'en ai une 12aine pour l'instant de poèmes qui traînent dans mon ordinateur et que j'attends de mettre en ordre, de réécrire et de continuer, parce que 12 poèmes ça fait un peu léger. Et j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec la photographie en fait. Et je vois bien travailler avec la photographie un peu noir et blanc, tu sais, un peu... Totalement. Toujours ce côté mystique, nostalgique, voilà. Moi sinon, je n'ai pas de projet bien précis. Ouais, c'est juste tu te laisses porter. Voilà, c'est ça. Écoute, est-ce que tu aurais un mot de la fin, peut-être une question à laquelle que je ne t'ai pas posée, ou une dédicace, ou un petit message à faire passer? Non, il y a une question que je me pose tous les jours, c'est quel est le rôle du poète ou de la poétesse en fait. On avait travaillé cette question à la fac et elle me trotte, vraiment je suis possédée par cette question. Je sais pas comment expliquer, mais je suis obsédée même par
par la figure, tu vois, la figure du poète. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup travailler avec les élèves et que j'ai essayé de travailler aussi dans quelques poèmes. Comment se positionne le poète, sans prétention de dire que c'est un messager entre l'au-delà et la terre, tu vois. Mais le côté un petit peu mystère, un peu mystique, tu vois, ça... J'aime beaucoup trop. Ce que tu me dis, ça m'inspire deux choses. Soit, quel est le rôle du poète? Vous avez 4 heures, tu vois. Voilà, c'est genre la poésie. Soit, alors je sais pas si t'as lu, mais bon, voilà, comme j'étais très imaginaire petite, et on va dire un des monuments de la littérature imaginaire en France, c'est Pierre Bottero. Et dans ses romans, donc il y a un enfant qui pose une question à sa mère, et ça revient dans plusieurs tomes, où il pose une question, peu importe la question, et sa mère lui répond: est-ce que tu veux la réponse du savant ou la réponse du poète? C'est magnifique, et il y a beaucoup de poésie dans ces romans-là. Et du coup, parfois, il lui demande les deux réponses, parfois que celle du savant, et à la fin, c'est souvent que celle du poète qui a le dessus, en fait. Ah non, c'est trop beau. Et je trouve ça magnifique. Ah, c'est trop beau. Donc je crois que ça va être le mot de la fin. Oui, bravo. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Je sais que ça te stressait un petit peu. Et moi, ça voulait dire beaucoup pour moi de t'accueillir, déjà pour célébrer ton art. Merci. Et célébrer ta personne, parce que tu es une personne très importante dans ma vie. Arrête, c'est pas le moment. Donc voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Je pensais pas que tu allais te tourner vers moi, parce que voilà, la légitimité... Mais ça, c'est ton syndrome de l'imposteur. Tu ne te vois pas comme moi je te vois, c'est pour ça. Oh. Et tu ne te vois pas comme moi je te vois. Ah, mais ça, on pourrait faire tout un podcast sur ça. Merci beaucoup. Merci. Merci encore à Anaïs d'être intervenue sur le podcast. Je sais qu'elle était très stressée pour l'interview et je suis super satisfaite de notre échange. N'hésitez pas à lire son recueil Dire le rien pour découvrir Anaïs et sa sensibilité. Sur une autre note, mon roman Lionheart vient de ressortir et je voulais vous remercier pour votre accueil pour ce roman. Et si vous aimez le young adult et le fantastique, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, on sait jamais. Dans tous les cas, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode et de nouveaux romans. Salut les sorceteurs! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!